Quand les filles nous écoutent, c'est bon de choisir une minette dans ce film. Vous êtes vu environ combien de fois pendant ces 6 mois? On s'est vu une vingtaine de fois. Et depuis le début, il y a eu des attouchements, on peut le dire? Oui, on peut le dire. Ouais, on peut vraiment parler d'attouchements. Qui ne sont venus que pour ça, choisir une minette, dans choisir une minette. Un jour, on faisait un Skype, donc c'était en été, il faisait super chaud. Et j'ai mangé une glace devant lui, et en fait, il était en short. Et il s'est mis debout, et en fait, il s'est touché devant moi. Balance ton YouTuber. Des jeunes filles mineures accusent des stars de YouTube de les avoir manipulées et harcelées. Après le cinéma, les stars de YouTube visées par des soupçons d'abus sexuels. Certaines profiteraient de la vulnérabilité de leurs jeunes abonnés. Il avait plus de 23 ans. D'accord. Et donc toi, à cette époque-là, toi t'avais... J'en avais 14. Ok, donc t'avais 14 et lui, il avait plus de 23 ans. Il avait quel âge et toi, t'avais quel âge? J'avais 15 ans, il en avait 24. Et t'avais quel âge à l'époque? Je venais d'avoir 17 ans. D'accord, tu venais d'avoir 17 ans et lui, il avait Une vingtaine d'années. un peu plus de 23 ans? Oui. Dans les 30 minutes où on s'est vu, genre au début, direct, il s'était mis à m'embrasser, quoi. Du coup, quelques temps après, j'ai eu confirmation d'un ami à moi qui était très proche de ce youtubeur en question, qui m'a confirmé qu'il s'était bien passé quelque chose et qu'il y avait eu même relation sexuelle entre eux. Et pour lui, en fait, il me jugeait comme un plan cul. Il me l'a clairement dit. Et t'avais quel âge déjà à l'époque? 14. Salut tout le monde. Bon, cette vidéo, c'est clairement la plus difficile que j'ai eu à faire jusqu'à maintenant. Que ça soit au niveau du sujet ou de la quantité de travail, et vous allez comprendre pourquoi tout au long de cette vidéo. Avant de commencer, j'ai une très grosse parenthèse à faire. Écoutez bien, c'est très important. Déjà, posez-vous pour regarder cette vidéo. C'est pas une vidéo qu'on regarde vite fait. Il faut être concentré et la regarder jusqu'au bout. La vidéo est très longue et très complexe et de très loin la plus importante de ma chaîne. Vous l'avez peut-être pas compris, mais cette vidéo sera centrée sur l'affaire Balance ton YouTuber. Je suis sur le sujet depuis le 6 août 2018, après le fameux tweet de Squeezie, donc ça va faire un peu plus de 5 mois que je suis dessus. Donc n'hésitez pas à la partager, mais surtout en parler autour de vous. Cette vidéo, elle a plusieurs buts, mais les principaux sont de faire de la prévention autour de toutes les futures victimes potentielles, faire comprendre aux youtubeurs, mais aussi aux personnalités sur internet dans sa globalité, les conséquences graves de leur comportement, et de vous faire comprendre que c'est quelque chose qui existe et qu'il y a malheureusement rien de nouveau à tout ça. Ce n'est pas un sujet sur lequel on peut plaisanter. Volontairement, je ne cite ni les noms des personnes qui ont témoigné, ni des youtubeurs qu'elles visent. N'essayez pas de faire de lien avec les témoignages de cet été, il y en a pas nécessairement. Je vous remercie d'avance de respecter ce choix et de ne pas spéculer sur les youtubeurs qui seraient concernés. Concentrez-vous plutôt sur le ressenti des personnes qui ont témoigné et que vous allez entendre, et pas sur les personnes possiblement concernées. Je sais pertinemment que cette vidéo va faire un scandale, et a raison vu les témoignages que j'ai recueillis. J'ai fait il y a de ça plusieurs mois des appels à témoignages sur mon Twitter et mon Instagram, et j'ai reçu plus d'une trentaine de témoignages plus ou moins graves, allant du simple message ambigu aux actes physiques. Cette vidéo sera découpée en plusieurs parties, et dans ces parties je rajouterai régulièrement des morceaux de témoignages que j'ai pu filmer, ainsi qu'une interview d'un psychologue de l'association Itira Enfance que j'ai rencontré. Beaucoup de personnes doivent se demander comment j'ai pu faire pour vérifier chaque témoignage. Déjà, il faut bien comprendre que même si je suis personnellement convaincu des témoignages que vous allez voir, je ne peux pas légalement vous dire qu'ils sont 100% vrais. Parce que pour ça, il faut que ça soit la police qui enquête et que la justice rende une décision. Je ne peux faire que rapporter les témoignages qui m'ont choqué ou touché et qui me semblent crédibles et dans lesquels je crois à titre personnel. Pour avoir demandé autour de moi, les vérifications des journalistes qui ne sont intéressés au sujet que quelques jours ne sont pas allées plus loin que la demande des screens en question. De mon côté, je me suis intéressé au sujet pendant plusieurs mois. J'ai demandé des preuves pour vérifier au maximum leurs témoignages, et j'ai parlé avec ces personnes pendant plusieurs heures, histoire de vérifier leur sincérité, qu'il n'y avait pas de problème ou d'incohérence dans leurs témoignages. Mais surtout, ce qui m'a laissé personnellement convaincu des témoignages que vous allez voir, ce sont les recoupements. J'ai reçu plusieurs témoignages ultra détaillés d'histoires qui se déroulent dans la même période, avec la même approche, le même style de message, les mêmes photos envoyées, de filles qui ne se connaissent absolument pas. Surtout que par la suite, en discutant avec des personnes lors de conventions, ou juste via des messages que j'ai pu recevoir, on m'a confirmé certains témoignages, alors que de mon côté, j'en avais jamais parlé. D'ailleurs, à chaque fois qu'on m'a raconté ce genre de choses, j'ai fait mine de ne rien savoir pour éviter tout problème. Pour faire simple, on m'a confirmé sans demander des témoignages que j'ai reçus. J'ai réalisé cette vidéo tout seul de A à Z. J'ai voyagé dans toute la France en faisant des milliers de kilomètres là aussi tout seul. Pour pouvoir filmer chacun des témoignages, ça m'a pris des semaines à organiser chacune des rencontres. Réserver l'Airbnb, les billets de train, ça m'a coûté plus de 1000 €. C'est pas du tout pour me plaindre, c'est pour vous faire comprendre que si j'ai investi autant de temps, de travail et d'argent, c'est que personnellement je suis convaincu de la souffrance des personnes qui
qui ont témoigné. Je veux pas laisser tout ça sous silence vu comment certaines des personnes qui ont témoigné sont profondément impactées, voire détruites psychologiquement. Et je veux vous faire comprendre que ça existe et qu'il faut pas se voiler la face. Je risque de me faire des ennemis dans cette vidéo parce que certaines personnes pourraient peut-être se sentir directement visées, même si j'ai pris soin de n'accuser personne. Mais comme je dis souvent, je ne suis pas sur YouTube pour me faire des amis. Et dans l'histoire, si certains se sentent visés, c'est eux qui devraient avoir honte. Dernière précision, dans ce reportage, je ne vais pas m'intéresser au côté légal de toutes ces histoires, mais uniquement au côté éthique et moral. Je ne suis pas dans la police, ni avocat, ni juge, et c'est beaucoup trop complexe ou délicat pour en parler ou prendre position. Quand je parle de victimes, ce n'est pas au sens légal. Je vise juste les personnes qui témoignent avoir été victimes de comportements traumatisants. Donc ceux qui demanderont pourquoi ces personnes ne portent pas plainte, je ne peux pas vous répondre, ce n'est pas mon domaine. Avant de vous laisser avec la vidéo, je vous invite s'il vous plaît à faire très attention à ce que vous allez pouvoir dire par rapport à cette vidéo. Je le répète encore une fois, cette vidéo est seulement réalisée dans un but de prévention. Vous n'avez pour la plupart absolument aucune preuve, seules les victimes peuvent en apporter. Donc pas de commentaires ou de tweets du genre j'en suis sûr que c'est un tel ou un tel. Et si vous en voyez, ayez beaucoup de recul face à ces accusations ou ces affirmations. Sur internet, tout n'est pas vrai, bien au contraire. J'ai moi-même pesé chacun de mes mots pour être sûr de ne pas pouvoir être attaqué. Parce que ce que vous ne savez pas, c'est qu'on a essayé de manière subtile à fortement me décourager à faire cette vidéo. Ou bien simplement me soutirer des informations. Forcément, cette histoire, ça n'arrange pas tout le monde. C'est beaucoup plus sombre que ce que vous pouvez vous imaginer. Restez bien jusqu'au bout. Si j'ai fait plusieurs parties dans cette vidéo, ce n'est pas pour rien. Cette vidéo est mûrement réfléchie depuis des mois. Merci d'avance à ceux qui comprendront et regarderont la vidéo jusqu'au bout. Sur ce, on peut commencer. On va faire un petit rappel sur toute cette affaire. Le 6 août 2018, Squeezie, l'un des plus gros youtubeurs français, a tweeté ceci, où il lance un signal d'alerte sur des youtubeurs qui profiteraient de la faiblesse psychologique de jeunes filles abonnées pour obtenir des faveurs sexuelles. Si ça a fait autant de bruit, c'est que de sa position en tant que deuxième plus gros youtubeur français avec plus de 12 millions d'abonnés, Squeezie affirme à travers ce tweet que ce genre de choses existe bel et bien. On peut qu'imaginer qu'il a entendu des choses tellement graves qu'il s'est senti obligé d'en parler publiquement. Dans les jours qui ont suivi, des paroles se sont libérées, des victimes ont voulu apporter leur témoignage pour notamment rebondir sur le tweet de Squeezie. On peut affilier ça à une catharsis, le fait de se libérer d'un poids en parlant publiquement. C'est un phénomène très commun. Quand pendant toutes ces années, quand tu es rempli de honte et de peur d'en parler, le fait que certains ouvrent la discussion, ça permet de se ressentir légitime d'en parler, d'avoir moins peur du regard des gens, et surtout moins peur qu'on nous prenne pour une menteuse. Car grâce aux nombreux témoignages, on ne se sent plus seul. On a tous vécu cette peur de raconter quelque chose à nos proches ou nos parents, une connerie à l'école qu'on a pu faire, du harcèlement scolaire qu'on garde pour nous pour ne pas inquiéter nos parents, par peur d'empirer la situation. Bref, c'est tout sauf incompréhensible comme réaction. Je pense qu'après, la société a une vision de la victime qui est quand même très particulière. Je pense que quand on est une victime, on n'est pas forcément très apprécié parce que on a toujours tendance à penser, surtout dans les violences sexuelles, que la victime l'a un peu cherché, que peut-être elle aurait pu avoir un autre comportement, que peut-être elle a fait en sorte que peut-être le phénomène se passe de cette manière-là. Et c'est vrai que c'est compliqué d'avoir cette image-là, parce que cette image, il va falloir la porter ensuite. Certains aussi n'ont réalisé que très récemment que les choses qui s'étaient produites il y a quelques années étaient anormales, ce qui explique ce délai plutôt long pour en parler. Quand t'en parles pas autour de toi, tu as absolument aucun recul, et vu que ces filles étaient souvent très jeunes, vous imaginez qu'elles en ont encore moins qu'on a 14, 15 ou 16 ans. Mais tout ça, ça a foutu une sacrée merde sur Twitter, entre ceux qui ne peuvent pas croire que leur youtubeur favori soit impliqué dans de telles choses, et les autres qui jurent avoir vécu ces choses-là. Les gens demandent des preuves, et quand il y a des preuves, on en demande encore plus, parce que ça peut être des preuves truquées. Et ce qui est le plus horrible dans cette histoire, c'est que les personnes qui ont eu le courage de témoigner, en espérant avoir du soutien, se prennent par la même occasion une vague de haine, d'insultes et de menaces de mort ou de viol. Tout ça parce que pour certaines personnes, ce n'est pas possible qu'un youtubeur soit capable de ce genre de choses. Ce qui amène malheureusement encore plus les personnes qui voudraient témoigner à garder le silence. Mais j'expliquerai toute cette chose, le fait que le grand public se voile la face plus tard. D'ailleurs, on a vu énormément de victimes se faire lyncher après des événements similaires comme Balance ton porc par exemple. Mais alors dans le fond, qu'est-ce qu'on reproche à ces youtubeurs? Certains doivent penser qu'il n'y a pas de mal de profiter de sa notoriété pour avoir du succès avec des filles. Sauf que ça va bien au-delà d'un simple profit. On peut parler selon moi à ce stade d'une forme de manipulation. On n'est pas dans une relation d'égal à égal mais de dominant à dominé. Et la notoriété donnée par leur succès sur YouTube décuple ce déséquilibre entre les personnes. Mais on s'écarte du sujet de cette première partie, on y reviendra plus tard. Maintenant, il faut s'interroger sur le fait de savoir si c'est nouveau tout ça. Et si on doit être si choqué que ça d'apprendre ce genre de choses. Je
me suis posé une question pendant l'écriture de cette vidéo. Est-ce que c'est invraisemblable comme polémique? Est-ce qu'on doit être si choqué que ça? J'ai un peu fouiné à droite et à gauche et je me suis rendu compte qu'il n'y a absolument rien de nouveau à tout ça. Qu'au contraire, c'est inhérent à chaque secteur où il y a de la notoriété et du pouvoir. Je vais dans cette partie vous parler de plein de petites affaires comparables dans leurs histoires pour vous faire comprendre qu'il n'y a absolument rien de nouveau. On va rester pour commencer dans le domaine de l'internet. Il y a un peu plus de 2 ans, après l'affaire de Morandini, accusé d'avoir profité de son statut pour recevoir et demander des photos nues de jeunes garçons, il y a eu le premier cas qui ressemble au balance ton youtubeur, le cas de Benjamin Lemaire. Benjamin Lemaire, qui a 31 ans, s'occupait de stars. C'était à la fois un manager, un impresario de youtubeurs et un community manager, notamment des comptes de Joe Star et Sophie Marceau sur Twitter à l'époque. Avec sa société SocialTube, il approchait des jeunes youtubeurs qui, eux, avaient plein d'espoir, notamment de percer sur YouTube. Et il leur a fait miroiter des partenariats avec des marques, les inviter à des événements, les faire rentrer dans des networks. Bref, il se faisait passer pour quelqu'un d'influent, avec des contacts pouvant leur ouvrir des portes. Avec son statut de personne qui pourrait changer leur vie, pour atteindre leur but qui est de devenir connu, il était dans une position de force. Son mode d'opératoire était assez simple. Il visait des jeunes entre 13 et 17 ans en se faisant souvent passer pour quelqu'un d'environ 23 ans. Puis se présenter en tant que manager, homme de l'ombre des youtubeurs. Sur Twitter, il était suivi par des gros comptes certifiés. Il avait clairement une sorte de prestance numérique. Les jeunes s'imaginaient discuter avec quelqu'un de réellement important. Puis après avoir un peu discuté de YouTube, il faisait régulièrement dans la conversation des connotations sexuelles pour amener les discussions dans un jeu sexuel pour avoir ce qu'il voulait réellement. Par exemple, il envoyait des photos de lui dénudé, il faisait des Skype où il était nu, et tout ça, je le rappelle, devant des jeunes de 14 ans pour la plupart. Au final, en septembre dernier, il a été condamné à 20 mois de prison ferme. Et il avait déjà eu affaire à la justice pour possession d'images pédopornographiques en 2010, en s'en sortant avec 10 mois de prison avec sursis et une plainte pour atteinte sexuelle sur mineur de 13 ans. Cette affaire, qui d'ailleurs est beaucoup plus compliquée et grave que ce que je vous ai résumé là, si vous voulez plus d'infos, il y en aura en description, elle est très intéressante. On peut voir qu'une personne pseudo-influente dans le monde de YouTube a réussi à avoir ce qu'il voulait de jeunes ados. Alors imaginez maintenant ce que peut faire un youtubeur avec des centaines de milliers d'abonnés, voire même des millions. Il y a vraiment une emprise psychologique sur toi. C'est ça, et c'est super malsain parce que cette personne, franchement, je la juge comme dangereuse parce que psychologiquement, c'est comme s'il m'avait manipulée en fait. Totalement. Et j'avais 14 ans. Et à 14 ans, on n'est pas stable psychologiquement et moi encore moins parce qu'il s'était passé des choses graves dans ma vie avant qui m'ont traumatisée. Et il l'a utilisé en fait pour arriver à ses fins. Et quand on s'intéresse à d'autres milieux, ce n'est pas mieux. Par exemple, est-ce que vous avez suivi, début 2018, cette fameuse histoire autour d'une fille cachée que Claude François aurait eue avec une jeune fan de 15 ans? Il aurait indiqué à son garde du corps 2 jeunes filles pour qu'elles viennent dans sa loge après son concert. Après avoir rencontré l'une de ces 2 filles, une relation se serait installée pendant un moment entre eux. Claude François avait 35 ans à l'époque, contre 13 pour la jeune fille. 2 ans plus tard, la jeune Fabienne était enceinte. D'ailleurs, Claude François ne s'était apparemment pas caché à l'époque de son attirance envers les jeunes filles. J'aime ou jusqu'à 17-18 ans, après je commence à me méfier. Bon, Dieu seul sait si j'ai des aventures au-delà de 18 ans, bien sûr, heureusement. Mais après 18 ans, je me méfie parce que les filles commencent à réfléchir, elles sont plus naturelles, etc. Ça commence même quelques fois avant. C'est extrêmement connu dans le monde de la musique ce côté groupie à star, et ces derniers n'hésitent parfois pas à en profiter. On est d'accord pour dire qu'il n'y a pas forcément de mal à en profiter tant que ça reste dans le respect et surtout dans la légalité. Quand t'es connu dans toute la France, forcément, il est difficile de trouver quelqu'un qui ne te connaisse pas. Mais il y a une différence entre profiter de sa notoriété et essayer de manipuler ses fans pour assouvir ses fantasmes. Je veux vraiment vous faire comprendre dans cette partie que c'est vieux comme le monde, et qu'en aucun cas c'est surprenant que ça arrive dans un milieu rempli de notoriété comme YouTube. À partir du moment où une personne est connue, elle a du pouvoir, une influence, et certains peuvent utiliser leurs réseaux sociaux comme une application de rencontre, non pas de manière saine, mais vraiment comme un supermarché, comme si leurs abonnés étaient de simples morceaux de viande, aucune conversation intéressante, aucune volonté sincère de s'intéresser à l'autre, simplement et uniquement pour les avoir dans leur lit un soir. On peut parler d'abonnés mouchoirs à ce stade. Comprenez bien qu'il y a un fossé entre un youtubeur et une abonnée qui discute sur les réseaux sociaux, puis se drague comme n'importe quelle relation humaine, et le youtubeur abusant de son statut qui contrôle la discussion de A à Z, en étant extrêmement lourd et ambigu tout le long. Tous les ingrédients d'une relation de dominant à dominé sont réunis. Personnellement, ça me dégoûte, je ne comprends pas le plaisir qu'on peut avoir à discuter avec quelqu'un sans être sur un même pied d'égalité. Je trouve ça malsain au possible de draguer quelqu'un qui est complètement fanatique de toi. Mais certains sont visiblement ici pour flatter leur ego et assouvir leurs fantasmes et appétits sexuels.
Maintenant, on arrive dans le vif du sujet. Pourquoi, selon moi, c'est encore plus grave pour les youtubeurs que des stars dans la musique, le cinéma, etc. Grâce aux différents réseaux sociaux, les youtubeurs sont les personnalités avec la plus grande proximité avec leur communauté. C'est vraiment complètement différent et susceptible d'être beaucoup plus fort que tout ce qui peut exister. Ils ont cette aura de personnes facilement abordables, notamment avec Twitter, Snapchat ou Instagram, où ils répondent aux commentaires, partagent beaucoup de trucs. En gros, ils donnent l'impression d'être une personne lambda, entre guillemets, le côté très vrai, le fait qu'on puisse s'identifier à eux. Mais ils ont aussi, à contrario, cette image de personne extraordinaire, l'image de la personne pleine de charisme, avec des valeurs drôles, avec de belles paroles. Bref, une personne qui dégage quelque chose, à la fois abordable mais extraordinaire. Ce mélange des deux fait que les youtubeurs ont une influence complètement folle sur leur communauté. Dans une chaîne YouTube, il y a ce que j'appelle le noyau intouchable. Ce noyau intouchable, c'est une base d'abonnés qu'on a tous, et qui sera toujours là, quoi qu'il arrive. Ce fameux noyau regardera toujours tes vidéos, te suivra sur chacun de tes comptes sur les réseaux sociaux, voudra te voir en convention, commentera très souvent, regardera tes lives. C'est vraiment remarquable chez chaque youtubeur. C'est vraiment une description très caricaturale que je fais là, mais c'est juste pour mieux vous faire comprendre pourquoi je trouve que les comportements qui m'ont été rapportés sont encore plus graves chez les youtubeurs. Certaines personnes suivent des youtubeurs pendant des années, peuvent avoir beaucoup de soucis dans leur vie privée, et YouTube est une sorte d'échappatoire. Ça permet d'échapper à la réalité et de souffler, comme n'importe quelle passion au final. Je pense que beaucoup de gens se reconnaissent dans cette petite description. Faire ce que certains youtubeurs semblent avoir fait, aller en privé discuter avec des abonnés pour draguer ou obtenir des faveurs sexuelles diverses, c'est finalement d'une facilité, vous n'avez pas idée. Vous n'imaginez pas le nombre de messages privés que les youtubeurs peuvent recevoir, et je parle en connaissance de cause. Certains youtubeurs doivent bien aimer avoir ce côté rockstar et aimer en jouer. De base, ça n'a absolument rien de honteux et de problématique, c'est plutôt humain. Je ne veux absolument pas que vous pensiez que chaque personne ressemblant à ces descriptions de près ou de loin est au fond un pourri, loin de là. Je le répète, mais c'est vraiment une minorité qui utilise ce fanatisme autour d'eux pour manipuler leur public en messages privés et obtenir des trucs malsains. Et on parlait souvent de ses vidéos, le fait qu'il devenait populaire et que les filles lui couraient après, ça le faisait rire, ça lui plaisait bien, tout ça. On parlait de tout ça. Et là, c'est plus du tout la même chose. Ce qui me rend complètement dingue, c'est cette stratégie utilisée à chaque fois. Dans ma vidéo des sites de rencontres entre ados, je vous avais parlé des adultes qui entament les discussions en sachant pertinemment qu'ils ont dessus sur la conversation. Du fait de la grande différence d'âge avec toutes ces jeunes ados de 13-14 ans inscrits sur ces sites, eh bien c'est assez ressemblant aux discussions que j'ai pu voir ou qui m'ont été rapportées. Mais en plus de ça, tu rajoutes l'ingrédient d'une forme de notoriété. Le schéma, il est à chaque fois identique dans les grandes lignes. Le youtubeur envoie un message privé sur Instagram ou Twitter à une fille majoritairement beaucoup plus jeune qui le suit et très rapidement la complimente sur son physique. La fille est un peu surprise, imaginez recevoir un message privé sans aucun contexte d'un de vos youtubeurs favoris qui vous complimente sur votre physique. Et c'est comme ça qu'il commence à contrôler cette conversation. Il a facilement le dessus sur la fille en question qui est 90% du temps beaucoup plus jeune que lui. On parle de plus de 10 ans dans certains cas. Tu mélanges le fait qu'elle soit admirative de cette personne, qu'il soit beaucoup plus âgé, que la fille ne soit pas toujours bien dans sa peau ou dans sa vie, se réfugie énormément sur internet pour fuir son quotidien, qu'il la complimente. Vous comprenez à quel point cela peut être facile dans ce contexte de contrôler de A à Z certaines conversations et obtenir ce qu'ils veulent. Comment tu l'as connu? Via Twitter, c'est lui qui m'avait envoyé un message pour me dire que j'étais jolie. D'accord. Et j'étais très surprise. Et du coup, par la suite, on avait échangé. Et il est revenu me parler les jours suivants. Et une conversation avait commencé à s'installer. Ça a évolué. Il me disait souvent que j'étais jolie. Au début, il connaissait pas mon âge, je voulais pas lui dire, de peur qu'il arrête de me parler, parce que se rendre compte que j'avais que 16 ans. Et il me croyait que j'avais 21 ans, et je lui avais que j'avais 16 ans, il m'a dit que ça ne faisait rien, et qu'il me trouvait quand même très jolie, et qu'il y avait souvent des blagues vaseuses sur le cul qui arrivaient et tout. Mais je me disais, c'était pour rire et tout, vu qu'il était plus âgé que moi, et je pensais que c'était... Bien entendu, ce schéma, il est très caricatural, mais il revient dans beaucoup des témoignages que j'ai pu recueillir. Et encore une fois, pas de généralité. Certains ont approché des abonnés en message privé, mais de façon saine et sans aucune mauvaise intention ou manipulation derrière. Dans les témoignages que j'ai recueillis, les youtubeurs malsains parviennent à chaque fois à amener dans leur message des connotations sexuelles. Ils finissent toujours par amener le sujet vers le sexe, par n'importe quel moyen. C'est comme si leurs abonnés féminins, qu'ils peuvent trouver jolis, étaient simplement des proies. Et bien sûr, s'ils voient dans la discussion que la fille n'est pas facilement manipulable, qu'ils n'auront pas de photos dénudées par exemple, ils ne poursuivront pas la conversation. Alors cette partie, c'est vraiment mon analyse très personnelle. C'est de la simple déduction par rapport à tous les témoignages que j'ai pu lire, aux discussions que j'ai pu avoir avec les filles qui ont témoigné et avec le psychologue. En général, je retrouvais le même genre de comportement de ces youtubeurs dans les témoignages. Déjà, ils ne se cachent pas d'avoir une sexualité très libre et dédramatisent le sujet du sexe dans les conversations, pour faire comprendre à la fille en question que ça ne le dérange pas d'en discuter, que c'est un sujet comme un autre. Je rappelle que les filles en question ont en général autour de 15 ans et les youtubeurs sont beaucoup plus âgés, ce qui rend la discussion nettement plus malsaine. Cette technique semble avoir non seulement pour but
but de l'exciter mais aussi de tâter le terrain pour savoir si oui ou non il pourrait assouvir ses fantasmes avec elle. De mon avis, ces personnes ont énormément de ressemblances avec le pervers narcissique. Ce n'est pas le sujet de cette vidéo, mais pour faire simple, un pervers narcissique c'est quelqu'un qui te manipule profondément jusqu'à te contrôler. De base, il est parfait, il fait tout pour que tu ne puisses plus te passer de lui. Puis quand il a réussi à être indispensable, il peut faire ce qu'il veut de toi. Il peut t'insulter, te descendre constamment, briser ta confiance en toi, t'éloigner de tes proches et tout ça en te faisant croire que c'est toi le problème et que tu dois faire encore plus d'efforts pour pas qu'il te quitte. C'est beaucoup plus complexe que ça bien sûr, mais j'ai vraiment remarqué ce genre de comportement dans les témoignages que j'ai reçus. En prenant en général des jeunes filles fragiles qui sont mal dans leur peau, avec un quotidien problématique avec leur famille ou de l'harcèlement scolaire, c'est un jeu d'enfant. Ils arrivent avec leur notoriété et leur confiance en eux, et elles tombent facilement dans le piège, voulant s'enfuir de leur quotidien problématique en discutant avec cette personne dont elle est admirative. Entre temps, il m'avait mis modératrice sur ses lives, donc j'étais un petit peu sur un piédestal en fait des lives. Les gens ils me connaissaient, donc tout le monde me parlait, et moi à l'école j'avais pas beaucoup d'amis, donc c'était un peu mon refuge en fait. Le soir je rentrais, j'étais sur ses lives, j'étais bien, j'étais contente. Et il me voulait vraiment pour lui, en fait il me disait tout le temps, si jamais tu rencontres un garçon, tu me le dis. En fait il voulait pas que les garçons m'approchent, je pense qu'il avait peur que je me rapproche d'un d'eux et que du coup j'arrête de lui parler. Du coup ça m'a encore plus mis dans une bulle en fait. Il le rappelait souvent quand on discutait, il me disait ouais mais de toute façon si t'es là c'est grâce à moi, si t'étais pas sur ma chaîne personne te connaîtrait, tu serais toujours dans ton bled paumé, que des trucs sympathiques comme ça quoi. D'accord, il te rabaissait souvent en mettant son statut youtubeur en avant. Oui. Surtout qu'elle se sente privilégiée que quelqu'un avec autant d'importance accorde de son temps à une personne comme elle, vu son peu de confiance en elle. Maintenant, il a plus qu'à un peu s'intéresser à elle, se faire sentir indispensable et il obtiendra facilement ce qu'il veut. Des photos, des Skype, voire des réelles relations sexuelles. Et ça, même si la fille n'est pas trop d'accord, lorsqu'une personne s'est rendue nécessaire au bonheur illusoire de cette jeune fille, c'est facile d'exercer une forme de pression psychologique ou de chantage, même implicite. Donc un soir on se parlait, comme tous les soirs en fait. C'était tard et le lendemain j'avais cours et il m'a demandé une photo de mes seins. Donc moi je voulais pas, je lui ai dit non. Il me mettait des petits cœurs, il me disait tout le temps je t'aime, mais moi j'avais toujours un petit peu cette distance avec lui. Et en fait il me disait de toute façon si tu le fais pas c'est que tu tiens pas vraiment à moi, c'est que tu as rencontré quelqu'un d'autre. Enfin la preuve que tu tiens vraiment à moi en fait c'est de m'envoyer une photo de toi. Donc je voulais vraiment pas et il a forcé pendant peut-être 1 heure, donc j'étais fatiguée, je l'ai fait. Donc il a eu la photo, il était super content, voilà. Des fois il m'envoyait des fois je regarde ta photo. Donc la photo des fois il me la renvoyait, il me disait tu pourrais pas m'en renvoyer une, moi je disais non, donc il en a eu qu'une de moi. Donc 3 mois après avoir envoyé la photo, j'ai rencontré quelqu'un. Il m'a menacé avec la photo qu'il avait eue il y a 3 mois plus tôt. Il l'avait toujours alors qu'il m'avait dit qu'il l'avait supprimée parce que je lui avais demandé de la supprimer. Et vu qu'il avait l'adresse de chez mes parents, en fait, il m'a dit de toute façon la photo je l'enverrai à tes parents en anonyme, j'ai ton adresse. Je mettrai juste un message, regardez ce que votre fille fait. C'est un schéma que beaucoup de personnes ont dû connaître, qui n'est malheureusement pas du tout inhérent à Internet. On m'a aussi rapporté que certaines de ces personnes pouvaient être violentes, impulsives, avec énormément d'ego notamment. Peut-être un très gros traumatisme quand ils étaient enfants ou une sorte de frustration plus jeune avec peu de succès avec les filles. Cette frustration, qui serait donc restée toutes ces années, serait une motivation une fois une forme de succès sur YouTube atteint. Ils voudraient se venger de leur passé, combler ce manque et cette frustration de quand ils étaient plus jeunes en collectionnant les conquêtes, peu importe leur âge. En ce qui concerne les filles des témoignages que j'ai reçus, j'ai retrouvé à chaque fois des jeunes filles très naïves, avec peu de force de caractère, très introverties et qui passent beaucoup de temps sur internet. J'ai remarqué aussi qu'elles avaient beaucoup de problèmes à l'école, très peu voire pas d'amis, donc une profonde solitude qui pouvait les amener petit à petit à un échec scolaire, ainsi que de l'harcèlement scolaire. Elles étaient donc très fragiles psychologiquement, on peut parler pour certaines de dépression. Elles avaient donc ce besoin d'une présence, de se ressentir intéressantes, appréciées, aimées. Tout ça explique pourquoi elles se sont fait manipuler et impressionner par ces gens-là, même si globalement beaucoup de personnes sont très vite impressionnées par quelqu'un qui a une notoriété, encore plus quand ils suivent la personne connue. Bref, les profils et les raisons peuvent être multiples, mais maintenant on va passer au concret, aux témoignages que j'ai pu recueillir. Je voulais avant tout revenir vous alerter sur plusieurs points. Déjà, il faut s'enlever de la tête qu'une personne qui crée du bon contenu, ou visiblement une personne qui semble appréciable sur internet, ne pourrait pas être quelqu'un de mauvais en privé. Il y a une différence entre le personnage public et le privé, et ça vaut pour beaucoup de situations, bien au-delà d'internet. Les gens s'imaginent souvent qu'un tel ou un tel ne peut pas faire telle ou telle chose. On le voit notamment dans les faits divers, quand on interroge le voisinage et qu'on retrouve le classique « C'est une personne très gentille et souriante, je n'aurais jamais cru capable d'une telle chose ». On pense connaître quelqu'un via quelques mots échangés, mais on ne connaît jamais réellement quelqu'un. Surtout quand on ne le côtoie pas
dans notre quotidien. Alors imaginez quelqu'un qui contrôle son image de A à Z sur internet. C'est d'une facilité déconcertante de montrer que le bon et de gommer le mauvais. Maintenant, après toutes ces différentes parties, je vais vous montrer plusieurs extraits de témoignages que j'ai recueillis. Je tiens à signaler que ce sont des morceaux de témoignages. Certaines jeunes filles ont parfois des ricanements nerveux ou ont du mal à s'exprimer pour raconter leur vécu. Ce n'est pas facile et elles ont eu beaucoup de courage. Je vous invite donc à être très respectueux dans vos commentaires. Je vous demanderai aussi s'il vous plaît de respecter leur anonymat. Intéressez-vous à ce qu'elles ont à dire, pas à qui elles sont. Je rappelle aussi que je n'ai pas pu obtenir le témoignage de chaque personne qui m'a contacté. Beaucoup avaient très peur des conséquences ou simplement des différentes insultes possibles. Donc ce que vous allez voir, ce sont seulement des témoignages que j'ai recueillis et non pas l'ensemble des témoignages possibles. Petit disclaimer, au montage je me suis rendu compte qu'on pourrait croire que certains témoignages sont reliés, mais c'est simplement des ressemblances dans leurs histoires. Ces personnes ne se connaissent absolument pas, je préfère vous le préciser. Bon courage pour visionner tout ça, c'est long et assez éprouvant émotionnellement, mais c'est très important. Je m'appelle Lucie, j'ai 18 ans. Est-ce que tu pourrais, par exemple, raconter comment tu as rencontré cette personne-là? De base, quand je l'ai rencontrée, la première fois que je l'ai vue, j'avais 13 ans. D'accord. Et c'était sur son lieu de travail. Et du coup, j'avais 14 ans quand j'ai vraiment commencé à le connaître en fait. Comment ça s'est passé pour que vous parliez vraiment en privé entre vous? Déjà de base, il y avait beaucoup de regards, genre vraiment insistants. On discutait de choses vraiment banales au départ. Je sais pas, ce qu'on aimait faire, ce qu'on aimait en général, etc. Au final, il m'a dit qu'il avait une chaîne YouTube. Il m'avait donné son numéro de téléphone pour parler plus facilement en fait. D'accord. Donc c'était en 2014-2015 et à cette époque-là, il avait quel âge? Il avait plus de 23 ans. D'accord. Et donc toi, à cette époque-là, toi t'avais? J'en avais 14. Ok, donc t'avais 14 et lui il avait plus de 23 ans. Je sais que le premier jour où il m'a vraiment parlé par message, il m'a directement dit que en fait, je lui plaisais. Ça m'effrayait parce que forcément il était beaucoup plus âgé et moi j'avais 14. Après il m'a demandé qu'on se voie. Ok. Et j'ai dit oui. Ok. Et après ça s'est aggravé du coup. Vous êtes vus où? On s'est vus chez lui. D'accord. Dans les 30 minutes où on s'est vus genre au début, je dirais qu'il s'était mis à m'embrasser quoi. Donc en 2017, il y a un youtubeur très connu qui avait mis en story sur Snapchat une story en disant envoyer des photos. Donc du coup moi vu que je l'aimais bien, j'ai envoyé une photo de moi en me disant peut-être il va me répondre. Mais je m'attendais pas du tout à ça et du coup donc il m'a répondu, il m'a demandé mon âge, tout ça. C'était une discussion très très normale au début et ensuite il m'a demandé en fait des photos un peu dénudées et moi du coup je voulais pas. Et il m'a dit oui mais bon tu sais, il essayait de me convaincre, mais sauf que moi ça m'intéressait pas. Je lui ai dit que je voulais pas. Il m'avait ajouté en ami en fait sur Snapchat. Et à partir du moment où je lui ai dit que non, je voulais pas envoyer de photos nues en fait, et il m'a supprimé. Il m'a supprimé de ses amis et du coup j'ai plus aucune nouvelle, plus rien du tout après. Je dirais que c'est quelqu'un d'assez violent en fait, dans sa façon d'être, de penser, etc. Et jamais il s'est vraiment inquiété de ce que je pouvais ressentir ou quoi. C'était vraiment juste son plaisir ou ce qu'il voulait qui comptait le plus. Très vite, il a instauré une ambiance un peu sexuelle, qui tournait absolument autour de ça, tout le temps. À chaque fois qu'on se voyait, et on se voyait pas souvent, on se voyait une fois par semaine et encore, à chaque fois il fallait qu'il se passe des choses autour de ça. Et moi, je voulais pas. On s'est vu une vingtaine de fois. Et depuis le début, il y a eu des attouchements, on peut le dire? Oui, on peut le dire. Ouais, on peut vraiment parler d'attouchements. Et on peut dire que c'était crescendo, en fait. D'accord. Ça allait plus loin que des simples attouchements? Disons que les premières fois, c'était... il m'embrassait, il me touchait, D'accord. Et après, j'avais 14 ans. Et à 14 ans, on n'est pas stable psychologiquement et moi encore moins parce qu'il s'était passé des choses graves dans ma vie avant qui m'ont traumatisée. Et il l'a utilisé en fait pour arriver à ses fins. Alors en fait, c'était en 2016, donc dans une grosse convention à Paris. J'étais invitée en fait à cet événement-là et je me suis retrouvée avec un groupe de youtubeurs et puis d'abonnés.
qui le suivaient pendant la journée. Et donc du coup ce youtubeur en question, il a plus de 24 ans. Et j'ai remarqué qu'il était assez proche d'une de ses abonnées qui avait à peu près 15 ans. Et en fait, c'est vrai que j'ai vu pas mal de chuchotements, tu sais, de petits regards qui sont très complices. Et c'est vraiment le genre de regard... Enfin, je veux dire, par expérience, on sait très bien comment on regarde un garçon qui veut quelque chose avec une fille. Il y a eu également quelques petites accolades un petit peu très rapprochées, on va dire. Ils rigolaient beaucoup ensemble et ils restaient vraiment beaucoup avec elle comparé aux autres abonnés qui étaient présents. Il n'y a pas de doute sur son âge, ça c'est sûr. Surtout que j'ai pu un petit peu échanger avec elle parce qu'elle s'intéressait un petit peu à ce que je faisais. Et elle était très très gentille, mais c'était quelqu'un d'assez réservé. Tu voyais que c'était... encore une enfant. Il y avait également d'autres collègues à lui qui étaient youtubeurs et de ses amis aussi. Et ils n'avaient pas du tout l'air choqués de cette situation qui, moi, me choquait énormément. Et tous ses amis étaient évidemment au courant, c'est normal. Enfin, je veux dire, on peut pas ignorer ça. C'est-à-dire que moi, j'étais plutôt extérieure à tout ça, mais j'ai tout de suite compris qu'il y avait quelque chose. Et eux, qui sont amis avec lui, ils savaient forcément quelque chose. C'était obligé. Et jamais ils ont dit quoi que ce soit. Et, enfin, voilà, je trouve que c'est assez inadmissible et plutôt révoltant d'ailleurs. Du coup, quelques temps après, j'ai eu confirmation d'un ami à moi qui était très proche de ce youtubeur en question. Il m'a confirmé qu'il s'était bien passé quelque chose et qu'il y avait eu même relation sexuelle entre eux. Comme moi, j'étais souvent avec lui, j'ai déjà entendu des conversations Discord où il rigolait de ça et c'était très... Il prenait ça à la légère en fait. C'était très décomplexé, comme si c'était ouais, normal. En fait. C'est ça, comme si c'était tout à fait normal et que c'était pas la première fois. Et justement, cette fille-là a même appelé plusieurs fois mon amie en pleurs parce qu'elle était mal à cause de tout ça. Parce que, évidemment, après qu'il se soit passé quelque chose, il l'a un petit peu laissé tomber, on va dire, et elle a été très affectée parce qu'elle était très attachée. Ce qui est normal à cet âge-là, en fait. Enfin, je veux dire, quand on a 15 ans, et puis qu'on rencontre son youtubeur favori et qu'il se passe quelque chose, on est tout de suite très très attaché, ce qui est tout à fait normal. Et il a vraiment... Enfin, je pense vraiment qu'il a utilisé sa notoriété pour ça, clairement. Enfin, pour l'avoir vécu à 14 ans, on n'est pas pleinement conscient de ce qui est en train de se passer quand il... Sincèrement, on ne peut pas être consentante là-dessus. Enfin, je me rends vraiment compte de ça plusieurs années après parce que... Non, en fait, à aucun moment j'étais consentante de ce qui se passait. Enfin, il était violent dans ce qu'il faisait. Enfin, il était capable de faire mal, en fait. Enfin, ça faisait mal, quoi, je veux dire. Enfin, je sais pas comment dire. Non, mais tout, enfin... Il y a quelque chose qui m'a beaucoup choquée, enfin, qui était terrible parce qu'il se rendait compte de ce qu'il était en train de faire. Enfin, il avait pleinement conscience de quel âge j'avais, enfin, combien d'années nous séparaient, en fait, en âge. Et un jour, il m'a dit qu'il y avait 2 choses pour lesquelles il pouvait aller en prison. Et que j'étais une de ces raisons. Mais il était capable de me dire, enfin, un jour il me l'a clairement dit. Ah ouais, t'as tes règles, mais tu viens même pas. En gros, le mec savait que j'avais mes règles et il m'a clairement dit, mais viens même pas en fait. Il voulait pas que tu viennes parce que t'avais tes règles à ce moment-là. C'est ça. D'accord. Donc pour lui, c'était vraiment que pour ça. Et t'avais 14 ans. Et lui, plus de 23. D'accord. Enfin, le truc, c'est qu'il était capable de me dire « je t'aime » ou des trucs comme ça. Il t'a dit « je t'aime ». Pour au final, genre, me dire que j'étais qu'un plan cul pour lui. Et que jamais on a eu une relation de couple. En fait, j'ai cru qu'il pouvait me sauver, en fait, de mon traumatisme premier. Mais en fait, ça a été lui, mon vrai traumatisme.
Après avoir vu tout ça, on peut se demander quelles sont les séquelles psychologiques face à ce genre de traumatisme. Je pense qu'elles peuvent être catastrophiques, hein. On connaît des cas où on peut vraiment parler de destruction de la part pour la victime, parce que se rendre compte qu'on a été manipulé, se rendre compte que tous les espoirs qu'on avait mis dans cette relation vont tomber en ruine, quand on se rend compte que on a peut-être agi par faiblesse, et c'est bien normal, encore une fois, quand on est manipulé, on ne se rend pas compte des choses et on n'a pas les bons réflexes de protection. Donc quand on a été dans ce phénomène d'emprise et que tout d'un coup on se réveille, qu'on prend conscience qu'on a été vraiment victime, qu'on a été agressé, je pense qu'on peut vraiment parler de cette manière-là, d'une agression, et rappeler à la victime que c'est un délit, que c'est parfois un crime quand ça va vraiment très loin, eh bien je pense que il y a une espèce de stupéfaction, il y a un moment de prise de conscience des choses qui peut être extrêmement destructeur. Il va falloir exister, encore une fois, ensuite avec ce sentiment d'avoir été abusé, avec ce nouveau statut de victime, et après continuer sa vie. Et c'est pas forcément, je dirais, l'image la plus positive que l'on a envie d'avoir quand on est un jeune en pleine construction, quand on est adolescent. On a envie de rayonner autrement que par cet événement qui nous serait arrivé. Je voulais revenir sur plusieurs choses après tout ce que vous avez pu voir. Déjà, le plus important, c'est qu'il faut que vous compreniez que j'ai dû faire extrêmement attention à tout ce que je pouvais dire. Je voulais respecter l'anonymat de ces jeunes filles, ne donner aucun indice sur les personnes possiblement visées par les témoignages, faire de la prévention tout en évitant de relancer une chasse aux sorcières. Bref, c'était un vrai casse-tête. Vous doutez bien que je n'ai pas pu tout dire dans ce reportage. J'ai dû malheureusement faire des choix, omettre des informations, peser le pour et le contre. Si j'avais eu un encadrement réel comme des journalistes peuvent avoir avec une équipe complète, surtout d'un point de vue juridique, le résultat aurait peut-être été complètement différent. Mais cette vidéo a été travaillée seule de A à Z pour éviter un maximum de faire fuiter les infos sur ce sujet. Je pense personnellement que cette vidéo va faire beaucoup de déclics chez des personnes ayant vécu des choses similaires, et ça même si ça dépasse les personnalités sur internet. Et je vous conseille fortement, surtout si vous êtes mineur, de contacter l'association I-Enfance, qui sont des professionnels pouvant vous aider au 0800 200 000, ouvert du lundi au vendredi de 9h à 19h. J'ai aussi eu la connaissance d'une plateforme pour les victimes d'une agression sexuelle. Vous pouvez discuter en ligne avec un policier ou un gendarme formé pour ce genre de situation. N'ayez pas peur d'en parler, votre parole, c'est votre meilleure arme pour vous sortir de ce traumatisme. Surtout si vous êtes mineur, il faut impérativement en parler à vos parents ou à un adulte de confiance. Ne gardez pas ça pour vous. J'essaierai de vous tenir au courant avec cette affaire sur mon Twitter, le roi des rats, ou mon Instagram, le roi des rats YT. Donc n'hésitez pas à me suivre. N'hésitez pas non plus à en parler autour de vous, partager la vidéo et vous abonner. Moi je vous dis à une prochaine, faites attention à vous, ciao tout le monde.